Bonjour mesdames, messieurs, merci de nous suivre ce matin pour ce forum Impulsion 2021 organisé par Green Solus et Lucans. Je vous retrouve pour une première table ronde en partenariat avec Les Échos, Le Parisien. Alors, au lendemain de la crise sanitaire, le gouvernement a misé sur la relance, avec une relance résolument tournée vers la transition écologique, avec 3 priorités en tête: la baisse des émissions de CO2 dans les transports, dans l'industrie et dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est le 2e secteur le plus émetteur de CO2 en France. Pour changer radicalement la donne, les pouvoirs publics misent sur les rénovations des logements des particuliers, mais aussi, pour montrer l'exemple, sur la rénovation du patrimoine de l'État. Le plan de relance, c'est pas moins de 4 milliards d'euros sur la table pour rénover les bâtiments publics. Les objectifs en ligne de mire sont très ambitieux. C'est une baisse de 40% de la consommation des bâtiments tertiaires à l'horizon 2030 et une baisse de 60% à l'horizon 2050. Le défi est immense, on l'a compris, on parle d'un parc de 100 millions de mètres carrés et de bâtiments dont une grande partie date des années 60-80 et donc sont assez mal isolés. Et surtout, à ce stade, on n'y est pas encore. Un rapport parlementaire remis mi-février pointe un nombre de rénovations décevant, un suivi des politiques lacunaires et des rénovations qui n'atteignent pas le niveau de performance attendu. Alors, pour évoquer ce vaste sujet très important pour la transition énergétique de la France, j'ai à mes côtés Madame Christine Weissrock, sous-directrice stratégie et expertise de l'immobilier pour la direction de l'immobilier de l'État. Bonjour Madame Weissrock. Bonjour. Monsieur Éric Michon, directeur de la performance et des moyens à la CNAV. Bonjour Monsieur Michon. Bonjour. Monsieur Sébastien Ilouz, responsable d'investissement efficacité énergétique des bâtiments à la Banque des Territoires au sein de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Philippe Pelletier, qui est à distance et qui est le président du plan Bâtiment Durable. Bonjour monsieur Pelletier. Bonjour Sharon. Alors première question à vous tous, et on va commencer par vous monsieur Pelletier si vous le voulez bien. Est-ce qu'avec ce plan de relance, est-ce que l'État a enfin les moyens de ses ambitions ? Écoutez, on va répondre oui, mais je pense qu'on ne peut pas, comme vous venez d'ailleurs fort bien de le faire dans votre introduction, on ne peut pas dissocier le plan de relance de la crise dans laquelle nous sommes, qui provoque pour l'usage des bureaux une véritable révolution. Et je pense que le sujet de la rénovation du parc tertiaire ne se traite pas aujourd'hui comme il se traitait il y a quelques mois, avant que la crise sanitaire ne démarre, parce qu'il y a eu une véritable révolution dans les usages de nos locaux tertiaires. Et donc le premier point que je pense qu'il faut inscrire dans notre débat, c'est ce que Rénal Lemay évoquait il y a un instant. Il y a une profonde transformation de l'usage de nos locaux tertiaires et elle va peser durablement sur la transformation de ces locaux. Le deuxième point que vous venez d'évoquer, nous avons en ce moment une opportunité, et je dirais même plus une injonction gouvernementale, qui est, à travers les opérations de rénovation des locaux, de participer à la relance économique de notre pays, dont nous avons grand besoin. Nous savons tous que des travaux de rénovation se décident en quelques mois, là où des travaux de construction se décident en quelques années. Et puis la toile de fond, et c'est peut-être là-dessus que vous souhaitez m'entendre, c'est que dans le secteur tertiaire, public comme privé, nous avons une obligation de rénovation énergétique. On entend beaucoup parler ces temps derniers, depuis que la Convention citoyenne pour le climat s'est saisie du sujet de généraliser, d'étendre des obligations. On entend beaucoup parler de ce mot d'obligation de rénovation. Il faut qu'on sache que le secteur tertiaire est déjà dans le champ d'une telle obligation, même si elle a été organisée dans la longue durée par marches successives, et nous avons 30 ans pour amener à bon port le vaisseau tertiaire. Mais 30 ans c'est long. Est-ce qu'on ne risque pas de se perdre en chemin ? Madame Christine Weissrock, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, juste un petit problème, je n'ai pas entendu l'intervenant, parce que mon oreillette ne marche pas. Très bien. Alors, on va régler ça. C'est pas grave. Vous pouvez me le synthétiser rapidement. Très bien. Alors Monsieur Pelletier, on va synthétiser. Alors, Monsieur Pelletier a évoqué d'abord la révolution liée à la crise sanitaire et au nouveau mode de travail. Il a évoqué l'injonction gouvernementale de rénover et l'obligation dans le tertiaire. Et il a indiqué qu'on a 30 ans devant nous pour atteindre nos objectifs finalement. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une période longue, et on a le sentiment que le rythme actuel de rénovation est pas encore au niveau. Est-ce que le plan de relance change la dynamique? Est-ce que les décisions d'investissement se prennent plus rapidement? Est-ce que vous voyez des signaux positifs de ce côté-là? Alors, oui, avec le plan de relance, je vois des signaux très positifs, puisque la décision politique s'est accélérée. Et je dirais, préalablement à la décision politique du Premier ministre, l'instruction des dossiers a été extrêmement rapide. Et encore avant, le montage des dossiers par les porteurs de projets a été extrêmement rapide. Donc, franchement, je dirais que toutes les équipes immobilières de l'État et de ses opérateurs, en particulier des universités, se sont vraiment mobilisées, ont serré les coudes et sont vraiment très, très mobilisées, notamment pour améliorer la performance énergétique. Je pense que c'est une vraie préoccupation. C'est pas seulement parce que c'est de l'injonction gouvernementale. On a des fonctionnaires qui sont vraiment persuadés qu'il faut le faire. Ils sont de plus en plus jeunes aussi, donc je veux dire, il y a un véritable engouement pour cette action. Et puis, sur les 100 millions de mètres carrés que nous occupons et nos 191 000 bâtiments, il y a évidemment de quoi faire. Donc, 30 ans, c'est en même temps pas si long que ça, parce que le temps immobilier est assez long. Un projet immobilier, un vrai projet immobilier, c'est 5 à 6 ans. C'est vraiment une œuvre de longue haleine. Donc il faut s'y prendre très en amont. Et les 2,7 milliards, alors je parle juste des bâtiments publics de l'État, des opérateurs, mais il y a d'autres volets sur les 4 milliards. Les 2,7 milliards sont un accélérateur puissant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui auraient pu être faits bien plus tard, qui finalement ont lieu maintenant? Oui, tout à fait. Et puis il y a des projets qui étaient déjà à l'étude, mais qui n'avaient pas forcément trouvé, compte tenu de leur ampleur, par exemple, de financement. Donc c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes aussi au rendez-vous de la relance. Notifier des marchés de travaux au 31 décembre 2021, c'est quand même un objectif très ambitieux. Mais on avait, notamment dans les universités, des porteurs de projets qui étaient prêts en réalité. Donc en fait, on a beaucoup de projets qui vont pouvoir commencer dès fin 2021, début 2022. Commencer les travaux, en fait. Voilà, commencer... alors, les travaux ou, quand on est, je vais rentrer un peu dans la technique, en marché global de performance, finaliser des études pour commencer des travaux quelques mois après. D'accord. Monsieur Michon, est-ce que vous sentez la même dynamique ? Oui, je rejoins le caractère très favorable de cette impulsion qui est donnée sous l'angle gouvernemental. Puis en ce moment, il y a une conjonction, on va dire, de facteurs positifs qui permettent cette accélération, on va dire, de notre démarche en développement durable et en transition énergétique. Il y a à la fois cette impulsion gouvernementale qui, bien sûr, sous l'angle des moyens, va nous rendre service pour pouvoir avoir des plans immobiliers qui sont ambitieux. Il y a aussi une prise de conscience un peu collective de nos collaborateurs. Tout à l'heure, la directrice évoquait on va dire Madame Héléa Etienne Denoy, c'est ça, la directrice de Green Solus, oui. De Green Solus évoquait, on va dire, l'exigence en termes de sensibilisation des collaborateurs. On est sûrement plus mature aujourd'hui pour le faire qu'il y a quelques années. On sent aujourd'hui un remontée très fort, cette vague de nos collaborateurs sur l'intention transition énergétique. La responsabilité environnementale, c'est devenu un des facteurs très forts de lien social au sein de l'entreprise. Donc ça va appuyer très clairement cette démarche et cette accélération. Pour autant, je tiens quand même à préciser qu'on n'avait pas attendu le plan de relance pour agir. On est déjà sur un travail très engagé depuis plusieurs années.
Je peux vous donner un chiffre par exemple, mais entre 2015 et 2019, la consommation énergétique de notre branche a été moins 25% de gagné. Donc on voit qu'on a eu une véritable accélération, effectivement, parce qu'on arrivait à un stade de vétusté de nos bâtiments qui rendait possible cette accélération. Les bâtiments, vous l'avez dit, dataient des années 70-80, avaient besoin d'être réhabilités, rénovés en masse. On a engagé ce travail déjà depuis, on va dire, une décennie, et ça porte ses fruits assez rapidement. Alors c'est comme toujours dans ces cas-là, les premiers paliers sont sûrement les plus simples à franchir, et puis les seconds seront un peu plus complexes. Pour autant, le travail est bien engagé, il va se poursuivre, et puis les moyens qui sont aujourd'hui annoncés et mis sur la table pour faciliter ce travail de transition énergétique vont forcément être un plus pour parvenir à nos ambitions. Alors, Monsieur Ilouche, j'aimerais que vous nous donniez votre avis, parce que je suppose que ce n'est pas la même chose quand on est une administration de l'État, quand on est une petite collectivité, quand on est un hôpital, quand on est une école. Enfin, on a une diversité en France de bâtiments publics, et je suppose que la situation, elle ne peut pas être la même quand on est petit, quand on est gros, ou quand on est centralisé ou décentralisé. Oui, exactement. Nous, à la Banque des Territoires, on s'occupe principalement de la rénovation énergétique des collectivités territoriales. Donc, effectivement, ça recoupe des réalités très différentes entre une grande région qui va être très organisée et puis avec des services techniques, des services énergie, des services patrimoine, avec des pratiques déjà bien installées. Le défi est quand même là, mais alors vous imaginez pour une petite commune qui n'a quasiment pas de services techniques, qui se limite à simplement quelques techniciens qui gèrent le tout venant et qui sont loin de construire une stratégie patrimoniale. Donc ça, effectivement, j'entendais les chiffres, effectivement, sur le patrimoine de l'État, on tourne autour des 100 millions de mètres carrés. Sur le patrimoine des collectivités territoriales, on est autour des 280 millions de mètres carrés, dont un peu plus de 150 pour les communes. Donc, c'est 36 000 communes. Donc, on est sur quelque chose qui est totalement parcellaire. C'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste, effectivement. Et alors, pour revenir sur la question initiale, effectivement, on peut dire que l'État a mis des moyens comme il n'en a jamais mis, effectivement, dans le cadre du plan de relance. On a eu des dotations de soutien à l'investissement local qui ont été rehaussées, à la fois pour les communes, à la fois pour les départements, à la fois pour les régions. Donc ça, c'est un signal tout à fait positif et je pense que les collectivités vont s'en saisir. Mais je tiens à dire aussi là, que l'argent ne fait pas forcément tout. C'est aussi une question d'organisation et de lancement d'une dynamique au sein de chacune des collectivités. Ça, c'est vraiment important. Et nous, on insiste beaucoup, en fait, sur la logique de dispositif, c'est-à-dire de proposer et d'embarquer les collectivités dans une dynamique qui structure leur organisation, qui structure des schémas directeurs et qui les lance, même si ils ne vont pas forcément tout de suite, dans les 6 mois à venir, faire la rénovation lourde de l'ensemble de leur parc. Ce n'est pas ça le sujet, mais ils vont mettre en place une dynamique, ils vont se projeter justement dans les quick wins dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, le patrimoine de l'État, on a fait avec le programme Tigre. Nous, dans le cadre de nos financements, on a ce qu'on appelle la démarche Intracting, qui est aussi dans cette même logique. Et donc, quels que soient les moyens de la collectivité, il y a toujours une possibilité de se projeter. Et je dirais, il faut vraiment ça le faire le plus tôt possible. C'est un des premiers messages importants là, que je tiens à passer. Monsieur Pelletier, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut avoir comme ça une action à plusieurs vitesses et est-ce que sur le long terme, c'est vertueux ? Est-ce que c'est pilotable ? Est-ce que ça peut porter ses fruits ? La réponse est oui. Et tout à l'heure, Ella Etienne indiquait ce qui est particulièrement éclairant, que dans les dispositifs qu'elle met en place avec Lucans, elle proposait une centaine de solutions. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en tête ce qui est, somme toute, une évidence, c'est que la situation de chacun des bâtiments n'est pas identique, à la fois par le dynamisme de ses occupants, par la qualité des matériaux, par le fait qu'il y a beaucoup de visiteurs où il n'y en a pas. Et tout cela conduit à des temporalités de l'action et à des modes d'action qui ne sont pas identiques. Donc, oui, il faut qu'on accepte l'idée qu'il y ait une diversité d'actions, et c'est d'ailleurs bien cela que
l'obligation de rénovation qu'on appelle aujourd'hui le dispositif éco-énergie tertiaire prévoit, parce qu'il ne dit pas ce qu'il faut faire, il dit simplement qu'il faut atteindre une performance dans la durée. Mais les moyens pour y aller sont laissés à la disposition des acteurs et je pense que c'est la bonne méthode. D'ailleurs, c'est les acteurs qui l'ont décidé eux-mêmes parce qu'il faut qu'on ait bien en tête que là où on se plaint souvent d'un État directif qui décide tout seul de ce qu'il faut faire, ici, la construction de ce dispositif d'obligation a été extraordinairement concertée. Et ce qu'il y a dans les textes, c'est ce que la communauté des acteurs a dit comme étant possible. Je rebondis un instant sur ce que Sébastien Ilouz a dit tout à l'heure à l'égard de l'obligation de rénovation dans le champ des collectivités territoriales. Nous avons, avec la Banque des Territoires, fait il y a 2 ou 3 ans un travail qui est d'interroger des élus locaux et de comprendre quels étaient en somme les besoins qu'ils avaient pour qu'on puisse les aider dans le passage à l'acte Et qu'est-ce qu'ils vous disent de la rénovation. Qu'est-ce qu'ils vous disent Et on s'aperçoit, ce qui est important de retenir, c'est que la question des financements n'était pas du tout le sujet premier. Le sujet premier, c'était des sujets de compréhension, d'organisation, un peu comme un ménage qui a besoin de rénover sa maison individuelle. Par où je commence, à qui je m'adresse, comment je vais réussir à continuer à occuper le local pendant qu'on va rénover. Enfin, des questions qui sont des questions que tout le monde se pose avec raison et qui conduisent à des solutions différentes. Et c'est bien cela le processus. C'est pour ça que 30 ans, c'est à la fois du temps, mais c'est pas si long que ça, parce qu'il va falloir continuer cette appropriation du besoin de rénovation qui, dans certaines entreprises publiques ou privées, est déjà très présent, et puis dans d'autres qu'il faut encore créer pour que l'action puisse se déployer. Donc, on a un peu de temps, mais pas tant de temps que ça, et on a surtout le besoin de travailler ensemble. On a inventé au plan bâtiment durable, à travers une charte d'engagement, un comité de pilotage où tous les grands acteurs peuvent échanger entre eux pour savoir quelles sont les bonnes solutions, que chacun ne réinvente pas la roue dans son coin, mais s'inspire des bonnes pratiques des autres. C'est cela qu'il faut qu'on arrive à réaliser tous ensemble pour que ce parc immobilier, dont le bilan carbone et énergie n'est pas bon, eh bien s'améliore dans la durée, d'ici 2050. Oui, et c'est l'objectif de ce forum. Mais est-ce que l'État ne se trompe pas de combat finalement est-ce qu'à côté de ce chèque de 4 milliards, il ne faudrait pas muscler finalement les dispositifs d'accompagnement, tout ce que vous évoquez? Est-ce qu'on a besoin aussi d'un coup de pouce là-dessus? Écoutez, si la question m'est adressée, j'y réponds volontiers. Christine Weissrock va sûrement pouvoir préciser dans un instant l'extraordinaire engouement que l'idée de relance par la rénovation du parc de l'État et de ses établissements publics a pu susciter. La direction de l'immobilier de l'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour savoir sur les territoires quels sont les projets qui sont les plus matures pour pouvoir être lancés. Et les réponses ont dépassé très largement l'ambition de ceux qui avaient lancé l'appel à manifestation d'intérêt, puisque j'ai compris que plus du double de ce qui pouvait être subventionné s'était proposé. Donc ça veut dire que les choses bougent. Ne croyons pas qu'on est dans un univers qui regarde les trains passer. Non, la sensibilité s'est accrue. Elle s'est accrue dans beaucoup d'administrations, comme elle s'est accrue chez nous dans nos logements. Et c'est la société française qui, progressivement, se met en mouvement. Et il est bon que
les acteurs publics montrent l'exemple, parce qu'on va avoir besoin de se rassurer en voyant que des réalisations faites par d'autres, ça marche. Et ça incitera l'ensemble des acteurs à passer à l'action. Alors Christine Weissrock, je vous renvoie la balle, mais M. Pelletier l'a fait très bien. Sur cet appel à projet, je crois qu'on a eu plus de 8000 candidatures, et seulement la moitié ont été retenues, c'est ça? Oui, c'est cela. Plus de 8000 projets et on en a retenu 4214. Donc effectivement, l'engouement a été énorme et pour tout type d'intervention, d'intervention lourde à du relamping, en passant par de l'isolation. Du relamping, c'est quoi? C'est changer les ampoules. C'est changer les ampoules en prenant des éclairages qui sont adaptés, qui consomment moins, évidemment. Mais on nous a proposé des solutions, y compris innovantes. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas non plus que ces gros projets. Il y a toute la palette des actions à mener. Et quand on parle du programme Tigre, ça n'est pas seulement les 1000 projets qu'on a retenus avec gain énergétique rapide. C'est également la possibilité d'expérimenter des innovations. Alors, des innovations qui viennent d'arriver et qui sont en train d'être commercialisées. Donc, nous allons expérimenter cela sur 3 régions. Mais aussi des innovations qui ne sont pas encore commercialisées. Quel type d'innovation qu'on va pouvoir tester. Alors, moi, je ne suis pas une grande technicienne, mais il y a énormément d'innovations concernant l'enveloppe des bâtiments, avec des systèmes d'isolation innovants. Il y a des vitrages très innovants qui permettent de se protéger et du froid et du chaud. Il y a les toitures végétalisées particulières. Enfin, franchement, tout le monde déploie les industriels, la recherche, tout le monde s'y est mis pour proposer vraiment beaucoup d'innovations en la matière. Mais il y a de l'innovation aussi à tester. Donc notre idée, si on teste sur 2-3 régions, alors c'est un peu long parce qu'effectivement, il faut trouver le bon bâtiment, celui qui répond à la problématique que nous avons. On teste l'innovation et si son résultat est positif, à ce moment-là, on cherchera à l'industrialiser. On trouvera peut-être pas tout de suite tous les financements, mais on a quand même déjà dans nos dotations budgétaires de gros entretiens et de réparation de quoi faire. Et donc, on peut privilégier certaines solutions. Donc, franchement, la palette est énorme. Il y a le concours CUB que tout le monde connaît, où on sensibilise les occupants. Là aussi, la direction de l'immobilier de l'État a accru son effort cette année en le multipliant par, je ne sais plus, beaucoup, un effet multiplicateur important. Donc voilà, on essaye vraiment, on déploie maintenant des modules de formation, parce qu'il faut aussi former, il faut vraiment former tout le monde. C'est pas si simple, il y a quand même un aspect technique, et on a beaucoup de gestionnaires de bâtiments qui demandent qu'à s'améliorer, mais qui n'ont pas forcément les outils. Donc, on a élaboré avec le CEREMA, que je tiens à saluer, des modules, des webinaires qui sont vraiment très bien faits. Et là, on ne touche pas 10 personnes dans une session. On touche d'un coup 230 personnes de l'État et des opérateurs intéressés à chaque session. Oui. On a eu un engouement qu'on n'imaginait pas. Donc voilà, donc on les réédite en permanence. Donc ça montre vraiment notre engagement, je pense. Et ces appels à projets, il y en aura d'autres pour ceux qui n'ont pas été servis. Je l'espère. Mais bon, d'accord. Je l'espère, oui. Mais là, il faut déjà réaliser les projets de cet appel à projets. Parce que 4200 projets, alors il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des gros, mais ça fait quand même beaucoup. Et ça mobilise des équipes qui ne sont pas nombreuses non plus. Il faut souligner... il y a un aspect ressources humaines important, il faut pouvoir gérer finalement. Oui, en maîtrise d'ouvrage public, l'État a une petite problématique à régler et la DIE également est en train de s'y pencher pour trouver des solutions à cet égard. Très bien. Alors, je voudrais qu'on prenne un petit pas de recul et Monsieur Ilous, qu'on s'arrête sur l'ampleur du travail pour réaliser cette transition énergétique et pour arriver aux objectifs fixés par le décret tertiaire. Est-ce qu'on a une idée dans les différentes collectivités de la marche à franchir ?
Mais ce qu'on propose, nous, c'est justement une démarche par palier. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver dans une collectivité et puis s'imaginer que du jour au lendemain, comme je disais, elle va lancer la rénovation BBC d'un tiers de son parc de manière fluide, avec les bonnes ressources, les bonnes compétences. Ça, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Donc, on est, nous, sur une approche où on va progressivement proposer d'embarquer les collectivités dans des logiques. Donc, la première, je pense, la plus importante, c'est déjà de connaître son patrimoine. Donc, ça veut dire connaître ses surfaces, connaître ses usages, connaître ses consommations énergétiques. Alors, ça peut paraître basique, mais c'est le cas, elles le connaissent, c'est-à-dire une collectivité... Mais ça, je pense que le problème, il est au niveau des collectivités territoriales, comme au niveau du patrimoine de l'État, comme au niveau d'une foncière privée. Mais c'est pas comme un particulier connaîtrait le DPE de son appartement. Est-ce qu'on peut connaître le DPE de ses écoles ou est-ce que ça suffit ? On devrait, effectivement. Le problème, c'est que c'est de la matière déjà vivante, parce qu'on est sur des consommations qui évoluent. Oui. Là, je peux vous dire que les consommations des bâtiments tertiaires de 2020 ne seront pas celles qui ont été en 2019 et 2018. Avec le sujet du Covid, du taux d'occupation, forcément, ça a évolué. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Il faut s'approprier ces consommations, ces surfaces, pour pouvoir construire une stratégie patrimoniale. Alors, quand on dit ça, on n'est pas forcément dans quelque chose d'extrêmement compliqué, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire dans les 5 ans à venir de mes bâtiments ? Est-ce que je vais... il n'y a pas grand-chose à faire et je vais plutôt essayer de travailler sur des petites actions de performance énergétique, ce qui va à la fois... faire du bien à mon budget et puis en même temps faire monter en compétence les services techniques qui vont travailler, qui vont gagner en confiance là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on propose, nous, dans le cadre de Link Tracting. C'est aussi la philosophie, me semble-t-il, du programme Tigre. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin quand on a plus de compétences, quand on a plus de budget, c'est de se lancer dans des contrats de performance énergétique. On parlait des marchés globaux de performance énergétique tout à l'heure, qui ont aussi la vertu de mobiliser à la fois les travaux, donc la qualité intrinsèque. Alors le contrat de performance énergétique, juste pour préciser, on lit le maître d'ouvrage et le donneur d'ordre, c'est ça. Le contrat de performance énergétique, le principe, c'est un industriel qui va réaliser la conception, les travaux et l'exploitation, et qui va s'engager sur un niveau de réduction des consommations énergétiques sur une certaine durée. Il faut quand même un certain temps pour pouvoir installer les bonnes pratiques et tout ça se passer. Donc ça, alors c'est pas la solution, il n'y a pas une solution unique et absolue, mais ça fait partie des leviers comme ça qui permettent d'améliorer la performance des bâtiments et qui se construisent. On parlait tout à l'heure du programme, par exemple, Cube ou Cubes, qui est un programme qui repose beaucoup sur le comportement. Donc on voit que là, on a une manette, qu'à partir de ça, on peut construire des choses qui vont permettre de s'orienter plus doucement vers des contrats de performance énergétique. Une fois qu'on maîtrise les actions de performance techniques, comme on le fait dans Link Tracting, une fois qu'on maîtrise un petit peu l'usage et les consommations, on peut aller vers cette voie-là. Mais ça nécessite quand même ces prérequis. C'est aussi, pour les petites collectivités dont on parlait, mutualiser les besoins. Et donc là-dessus, dans le cadre des programmes... C'est-à-dire qu'une collectivité a un projet et elle s'associe avec une autre pour le faire financer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites communes qui n'ont pas les moyens de se payer un spécialiste énergéticien à temps plein. Oui. Eh bien, la philosophie, qui a été déjà instaurée il y a quelques années par l'ADEME avec les conseillers en énergie partagée, c'est justement de mutualiser ce technicien ou cet ingénieur qui va pouvoir avoir un niveau d'expertise pointu, qui va pouvoir maintenir ce niveau d'expertise parce qu'il va être en exercice sur un ensemble de patrimoine suffisamment important pour pouvoir justement s'exercer. Et donc, les communes vont partager cet effectif-là à plusieurs. Mais elles peuvent le faire aussi sur l'instrumentation qu'elles vont acquérir, sur les logiciels qu'ils vont acquérir. Donc, voilà, tout ça, c'est cette logique de mutualisation qui est une voie intéressante sur laquelle on croit beaucoup. Et nous, on a poussé pour que, dans le cadre de la loi climat-énergie précédente, justement, les communes puissent mutualiser, notamment le financement, en s'appuyant au niveau de leurs EPCI, donc les intercommunalités, ou au niveau de leur syndicat d'énergie, pour qu'elles puissent mutualiser, y compris le financement. Et donc, pour que ce soit une forme un peu de délégation sur un niveau territorial du dessus, pour que les choses puissent se faire avec une bonne maîtrise technique. Et ça fonctionne ?
Ça existe. Et ça commence effectivement à se concrétiser. Donc, nous, on appelle ça link tracking mutualisé. Oui. C'est lorsque les plus petites communes, justement, ont des travaux, mais dont les montants ne sont pas suffisants pour pouvoir engager une enveloppe qu'on pourrait mettre sur la table. Donc, quand les petites communes se regroupent et qu'elles s'entourent des compétences de leur communauté d'agglomération ou de leur syndicat d'énergie, effectivement, elles mettent en place une démarche mutualisée, bien souvent avec l'assistance technique de cette EPCI. Et nous, on va pouvoir débloquer cette avance remboursable qu'on appelle l'avance in-tracting, qui va leur permettre de financer leurs travaux. Donc ça, c'est en train de s'instaurer doucement sur les territoires et à mon avis, c'est une voie tout à fait importante pour les petites et moyennes communes. D'accord, ok. Donc on a là une des solutions, une des clés pour aller plus vite et traiter des cas qui finalement sinon n'auraient pas de solution. Je voulais juste revenir sur un point et sur la question que je vous adressais, Monsieur Ilouz, et je vous la renvoie, Monsieur Michon. Est-ce que à la CNAV, vous avez une vision de l'ensemble de ce que vous devez faire finalement pour atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire? Comment vous faites pour avoir cette vision? Est-ce que vous avez tous les bons indicateurs pour vous guider au quotidien? Alors, je dirais qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes paradigmes là, et complexités que les autres intervenants, puisque nous, on a un parc immobilier qu'on maîtrise en volume, puisqu'on a en gros 500 bâtiments à traiter, ce qui évidemment donne une possibilité tout de suite de bien connaître son parc. Et notre parc aujourd'hui, je pense qu'on le connaît bien. C'est-à-dire qu'en tout cas, les passoires énergétiques et résiduelles, on va dire, sont très identifiées. Et vous savez où elles sont? On sait où elles sont, on sait où on doit agir en priorité pour avoir des effets de levier qui soient importants en termes de performance finale. Maintenant, on sait aussi que ça ne suffira pas, même si on traite l'ensemble de nos passoires énergétiques, qui sont plutôt nos sièges, on va dire, aujourd'hui, à atteindre nécessairement nos ambitions en 2030, et peut-être surtout en 2040, je dirais. Et donc, on a besoin de la variété de solutions qui est apportée là par le programme Impulsion. Et effectivement, on va bien sûr traiter dans les années qui viennent, sous des formats classiques, la rénovation de nos sites principaux, mais on va aussi additionner l'ensemble des solutions plus agiles pour faire des petites rivières à côté de ces grands fleuves. Et ça passe par effectivement beaucoup d'innovation technologique qui aujourd'hui apporte des entrées qu'on n'avait pas forcément imaginées. La digitalisation des bâtiments, le bâtiment numérique, permet très clairement d'avoir des effets de levier en termes d'optimisation de nos consommations qui sont très marqués, simplement parce que effectivement, via le digital aujourd'hui, on peut maîtriser l'ensemble de nos installations techniques. C'est pour nous vraiment un process d'avenir qu'on va essayer de déployer sur l'ensemble de nos bâtiments. Donc vous allez digitaliser un certain nombre de bâtiments, un certain nombre de vos sièges, pour avoir plus de données, c'est ça? On va monter en charge du bâtiment numérique dès la réhabilitation, voire ou la construction, via du BIM, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des maquettes digitales de nos bâtiments et de nos installations techniques. Et via ces maquettes digitales, après, par le biais de sondes, on arrive à optimiser l'ensemble de nos consommations, à bien les connaître, bien les maîtriser. Et pour nous, c'est une vraie solution d'avenir, y compris sur des bâtiments qu'on a rénovés récemment. Donc on va additionner, on va dire, à nos plans de rénovation, ces solutions digitales, et pour les faire véritablement entrer en place. Là, dans la décennie qui vient, on va essayer de vraiment passer un gap important sur cette partie-là. Et puis après viendra la somme des toutes petites rivières qui sont plutôt l'usage aujourd'hui, mais qui restent très importants, qu'on place aussi vis-à-vis de nos collaborateurs dans un contexte un peu plus global de responsabilité environnementale. On n'a pas parlé des déplacements, oui, c'était 37% de notre consommation gaz à effet de serre. Donc quand vos collaborateurs se rendent... Les collaborateurs, mais aussi nos clients qui venaient dans nos agences, qui étaient le premier poste de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on travaille sur le déplacement de nos clients, le déplacement de nos collaborateurs, la qualité de notre flotte automobile. Je le cite parce que tout ça vient dans un programme et une responsabilisation un peu globale, et pas uniquement sur l'entrée bâtiment. Il y a les achats aussi, qui sont un facteur très important. Achats responsables, l'inclusion de clauses environnementales dans nos marchés, etc. Mais juste qu'on comprenne, quand vous dites on travaille sur les transports, réduire le temps de transport de nos clients. Pas réduire le temps de transport, limiter, on va dire, les déplacements de nos clients, surtout les durées de trajet et les temps de trajet. Ça passe par la politique de proximité qu'on peut avoir sur une branche comme la nôtre. La complémentarité, aujourd'hui, l'État a développé des maisons de France Service dans lesquelles un certain nombre d'administrations viennent proposer des services.
ça a rapproché le client de ces points de contact. Et en les rapprochant, ça limite l'impact environnemental du déplacement. Donc ce maillage territorial... Elles se situent où, ces maisons France Service? Elles sont un peu partout sur le territoire, et plutôt en ruralité souvent, pour compléter, on va dire, le maillage qui était plutôt urbain, en préfecture, sous-préfecture, qu'on peut avoir dans nos agences. Là, on est vraiment sur la ruralité, mais ce qui évite justement les longs déplacements en véhicule. Donc, toute cette politique déplacement, elle vient aussi au même titre que le bâtiment, nos actions sur le bâtiment, dans cette politique globale, pour véritablement générer l'implication, puis avoir une cohérence générale, on va dire, en matière de responsabilité environnementale. Puis après, on va additionner quelques totems forts, par exemple le fuel, qui était une source d'énergie qui était développée dans nos bâtiments. Là, très clairement, on décide aujourd'hui plus de chauffage au fuel, d'y mettre fin. Alors, il nous reste aujourd'hui sur nos 500 implantations une dizaine de bâtiments au fuel encore. Et voilà, on se dit très clairement que dans la décennie qui vient, et d'ici à 2030, on aura supprimé l'usage du fuel dans nos bâtiments. C'est dans la trajectoire du gouvernement aussi. Voilà, tout à fait. Et ce sont des actions un peu totémiques de notre réalité. Les voitures électriques aussi, éventuellement? Des voitures électriques, des hybridations, voitures hybrides, parc, effectivement, bornes électriques sur nos parkings, etc. Notre flotte automobile va quitter le diesel, là aussi, dans les toutes prochaines années, pour être exclusivement soit en hybride, soit en électrique. Voilà autant d'actions qui, cumulées, donnent un sens général pour à la fois nos collaborateurs et puis surtout donnent de l'effet volume à nos actions. D'accord. Je peux ajouter un mot. Allez, monsieur Pelletier, je vous en prie. Et avec à l'esprit cette question, est-ce qu'on sait quelle est la hauteur de la marche à franchir? Est-ce qu'on a une vision complète de... Je vous réponds à cette question après avoir dit un mot sur le sujet de l'innovation qui a été fort justement relevé par les précédents intervenants. L'innovation, elle n'est pas seulement technique, oui. Elle est aussi organisationnelle. Et j'ai été très, très impressionné par les données que Rénal Lemay évoquait tout à l'heure en évoquant la perspective durable d'un télétravail qui s'installe plus profondément dans le fonctionnement des entreprises et administrations. Moi, j'imagine que dans le même temps où il va y avoir de la réduction de l'espace pour des grands espaces obsolètes qui ne vont plus être nécessaires à l'exercice du service et qui vont mécaniquement améliorer la performance énergétique, on va inventer de nouveaux lieux et j'évoque des tiers-lieux où je pense que peut-être des membres des différentes administrations pourraient se retrouver donc dans un lieu unique, plus proche de leur domicile que l'administration, que le siège de l'administration à laquelle ils sont rattachés, pour y travailler ensemble, le coworking, et ainsi faire que des administrations qui fonctionnent parfois trop en silo, du moins on le leur reproche, puissent se retrouver dans un même lieu de travail intermédiaire entre le domicile et le siège de l'activité à laquelle ils sont rattachés. Voilà une idée d'innovation. Moi, je pense qu'elle va se mettre à l'œuvre et en somme, l'obligation de rénovation va être l'occasion d'une réflexion assez profonde sur la façon d'organiser le travail et de déterminer les espaces de travail. Sur la question de comment est-ce qu'on va agir et comment est-ce qu'on va savoir quels sont les bons moyens d'action, j'attire votre attention sur le fait que le dispositif éco-énergie tertiaire a prévu que chacun des acteurs soumis à l'obligation va renseigner une base de données qui s'appelle Opéra, Opéra avec un T à la fin, qui est l'observatoire de suivi de la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire. Et l'obligation de renseignement, elle commence dès cet été. Ça veut dire que dans quelques mois, on pourra accéder à une masse de données qui indique comment
les acteurs privés et les acteurs publics de l'obligation ont décidé de procéder. Certains vont procéder en agissant sur les comportements, d'autres en s'attaquant au dur, au bâtiment lui-même. Certains vont étaler dans la durée des actions successives, et on va connaître très vite tout cela. Donc, recommencer un forum de ce type dans quelques temps, et je pense qu'on aura du matériau qui nous permettra, grandeur nature, de savoir comment tous les acteurs du tertiaire privé et public se mettent en mouvement pour accélérer la marche. Madame Weissrock, vous avez déjà renseigné cette base ? Non, parce qu'elle sera ouverte, je crois, à la fin de cette année. Par contre, nous nous y préparons activement en mettant en place, on a mis en place ce qu'on appelle un outil de suivi des fluides interministériel, l'OSFI, qui permet de relier la base de connaissances de nos bâtiments, alors où on retrouve les surfaces, la composition des bâtiments, le nombre d'agents qui y vivent, oui, l'état réglementaire, etc., qui permet de les relier au point de livraison qui figure sur nos factures avec la consommation et les montants. Donc, une fois qu'on arrive à relier ces données, on a effectivement de quoi renseigner Opérate. Et comme le disait un des intervenants, c'est la base. D'abord connaître son parc pour savoir d'où l'on part et savoir l'effort qui reste à faire. Est-ce que l'État connaît son parc aujourd'hui ? Alors, l'État connaît mieux son parc, oui, mais l'État ne connaît pas encore totalement tout son parc parce qu'il faut évidemment que chacun renseigne un outil, mette à jour les données. Et là, on arrive un peu à la complexité de toute grande organisation. On a une multiplicité d'acteurs, oui, et on a des acteurs immobiliers qui ne sont pas forcément tous encore reliés en réseau, qui ne travaillent pas forcément suffisamment ensemble dans les régions. Monsieur Pelletier disait c'est une question d'organisation. Oui, c'est une question de compétences, d'organisation et de mise en réseau. C'est pourquoi nous travaillons aussi à la formation de ce qu'on appelle les energy managers. Ce qui ne suffit pas d'avoir l'outil, il faut savoir l'utiliser pour pouvoir déterminer là où on peut agir. Quelquefois, il suffit déjà de modifier son contrat, ensuite de modifier les comportements, et puis enfin de détecter les passoires thermiques et de se dire je vais prioriser mes actions et je vais commencer par là où il y a le plus d'enjeux, et puis aussi par là où ça va être finalement assez facile et je vais obtenir peut-être des gains de 10, 20%. Tout de suite. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est avec les petites montagnes qu'on arrive à un moment donné au sommet. Donc c'est la conjugaison de tout ça. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Sur les espaces de travail, la direction de l'immobilier de l'État a diffusé la semaine dernière le rapport sur l'immobilier public de demain, oui, où effectivement il est question, alors non seulement des nouveaux espaces de travail, de mieux utiliser l'espace et les surfaces, de faire des surfaces confortables, parce que quand les agents viennent au siège, c'est pour y travailler ensemble. Donc pas forcément dans des bureaux individuels marqués par les organigrammes et la hiérarchie. Le flex-office au sein de l'État, on y réfléchit, enfin, ce qu'on appelle le flex-office. C'est pas forcément du flex-office, c'est multiplier les possibilités de postures de travail différentes pour pouvoir, sur un même plateau, travailler en se concentrant, tout seul, faire une audio, une visio, travailler en réunion, travailler avec 3-4 collaborateurs avec un café, voilà. C'est multiplier ces possibilités, et tout en tenant compte de ce confort nécessaire, donc il y a forcément de l'investissement à faire, mais en même temps dans des surfaces qui seront peut-être moins importantes, parce qu'on va tenir compte, comme l'a dit l'un des intervenants, des taux d'occupation de nos surfaces, qui seront un peu moins importants. Et puis les tiers-lieux, on a effectivement tout un passage dans ce rapport sur les tiers-lieux, puisque l'État a dans son patrimoine de quoi mettre en place des tiers-lieux. Il faut juste qu'on détermine où c'est le plus profitable de les mettre, qu'est-ce que les agents s'attendent à y trouver, voilà, pour ne pas, comme disent les jeunes, se rater. Voilà. Mais alors, est-ce que
demain, on pourra faire du coworking dans une préfecture. Enfin, est-ce que c'est des perspectives comme ça qui sont tracées ou est-ce qu'on en est très loin? Oui, on peut. Alors, je ne sais pas dans les préfectures, mais si vous allez à la DRAC d'Île-de-France, dans le 10e, rue Le Pelletier, je crois que c'est le 10e, vous pouvez faire du coworking. Si vous allez à Bercy, vous avez toute possibilité de vous installer. Maintenant, on n'est pas dans le tiers-lieu cosy. Voilà, c'est ça qu'il faut dans le public qu'on invente. Alors, on est en train d'expérimenter au ministère de la Justice, au ministère des Armées. La direction de l'immobilier de l'État va s'appliquer elle-même ses recettes. Donc voilà, on expérimente et puis après, on étendra. Je pense que c'est en montrant des exemples que petit à petit, on progresse. Est-ce qu'on n'a pas des questions de confidentialité? Il y a des missions de l'État qui... Ça s'organise. Ça s'organise. Vous allez dans des lieux où vous avez des plateaux avec toutes les postures de travail que je viens de vous indiquer, et vous avez des alvéoles avec du verre complètement opaque, où on n'entend rien, et où vous pouvez recevoir un agent, un usager, etc. Vous avez des services RH qui sont, des ressources humaines, qui sont dans ce type de nouveaux espaces de travail. C'est tout à fait possible. C'est une question d'aménagement. Éric Michon, vous avez ce genre de réflexion chez vous, à la CNAV? Alors on l'avait déjà parce que les changements de modalités de travail, etc., c'est pas non plus lié totalement à la crise sanitaire, au développement du télétravail. Il y avait déjà la nécessité de développer des espaces plus collaboratifs pour faciliter les échanges. C'était déjà quelque chose qui était un peu engagé. Alors effectivement, la crise sanitaire est venue bouleverser tout ça avec le télétravail. Aujourd'hui, on a 90% de nos collaborateurs qui sont en télétravail, quasiment 100% en ce moment, depuis un an. Et donc forcément, il en restera quelque chose de fort derrière. Il y aura un après-crise qui ne sera pas le monde d'avant, c'est évident. Il restera effectivement probablement énormément de nos collaborateurs en télétravail à hauteur de 2 jours par semaine. C'est en tout cas la voie qu'on est en train de suivre. Après, on manque un peu de maturité sur ce sujet-là et un tout petit peu de recul. C'est vrai qu'on pourrait se dire de manière très rationnelle, 25% de collaborateurs égale tant de réduction de surface dans nos implantations. Ça ne va pas tout à fait non plus se passer de cette manière-là. Et puis certains risquent d'être déçus s'ils veulent revenir au bureau. On est aussi très vigilant au lien social au sein de l'entreprise, au sentiment d'appartenance. On ne veut pas de bâtiments ou de sièges ou de sièges d'entreprise dans lesquels on n'est plus jamais 100% de nos collaborateurs présents ou en tout cas 100% d'une équipe présente. Donc ce lien social, il doit être entretenu. Et là, on sent, après un an de crise, une dégradation du lien. Donc on voit très bien que demain, dans un monde pérenne, il faudra trouver le point d'équilibre. Et le point d'équilibre passera par la capacité de nos bâtiments à accueillir moins de monde dans des bureaux isolés, etc., ou dans des petites équipes, mais par contre aussi à accueillir dans des instants privilégiés des temps collectifs qui réunissent quasiment 100% de nos collaborateurs. Donc ce point d'équilibre, il est à construire, il est à inventer. Aujourd'hui, on n'a pas la solution sur table, c'est vraiment une réflexion qui est engagée. Lucans a travaillé un livre blanc sur les conséquences de l'hybridation du travail. On mène aussi ces réflexions au sein de notre branche. Et on va trouver effectivement ce point d'équilibre, je l'espère, qui passera par une variété de propositions en termes d'espace, du collaboratif, de capacité de coworking, etc., qui était déjà un peu en place, mais aussi par ce subtil équilibre entre une rationalisation de surface et une capacité à accueillir. Et là, pour le coup, aujourd'hui, la solution, elle n'est pas encore sur table. Sébastien Hilous, vous en pensez quoi? C'est pour demain ou c'est pour après-demain? Est-ce que ça change fondamentalement la donne sur l'exercice de rénovation énergétique qui est devant nous? Les choses sont très clairement en train de se mettre en place. Des outils, des démarches sont créées. Juste pour rebondir sur justement ce que peut nous offrir le numérique, il me semble que le numérique peut nous offrir beaucoup à condition que ce numérique soit aussi intermédié par de l'humain. C'est important. Nous, on s'appuie beaucoup sur un mix maintenant entre du soutien à l'ingénierie territoriale, sous la forme notamment de conseils qui permettent aux collectivités de faire les bons choix, de s'appuyer sur des bureaux d'études dans le cadre de leurs programmes de travaux. Et puis de plus en plus,
pour toucher, je dirais, l'ensemble des élus sur tous les territoires, sur les solutions numériques, par exemple, qui leur permettent de prendre conscience si le patrimoine de leur collectivité est énergivore ou pas, est-ce que les consommations énergétiques de mon école sont importantes ou pas. Donc ça, c'est sur le volet ingénierie qui est complété par le numérique. On a aussi un outil... On a lancé Sobre Énergie, qui est une filiale entre la Caisse des dépôts et Postimo, qui a aussi beaucoup de patrimoine, qui développe ces solutions avec des data et des hommes. On s'appuie aussi, dans le cas notamment d'un plan de rénovation des écoles, ce qu'on appelle le plan 1000 écoles en cœur de ville, sur des autodiagnostics 360 qui permettent de se poser des questions sur l'énergie, mais au-delà aussi sur des questions de conformité, de numérique. Est-ce que mon école est bien raccordée au numérique? Est-ce qu'elle est performante? D'usage, dont on parlait tout à l'heure. Alors, la question de la mixité des usages pour une école se pose différemment, mais effectivement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une cour d'une école qui, pendant les moments où l'école est fermée, soit partagée, ou certaines infrastructures qui puissent aussi être partagées dans d'autres usages? Donc tout ça, ça procède de l'augmentation du taux d'occupation, et tout ça, ça permet aussi, quelque part, de rationaliser les surfaces et de rationaliser la consommation énergétique de ces patrimoines. Donc c'est aussi des pistes qui sont étudiées dans le secteur public des collectivités. Alors, je comprends bien, c'est extrêmement intéressant tout ce que vous nous dites sur la mixité des usages. Finalement, c'est assez révolutionnaire, parce que les cours d'école, on a plutôt l'habitude de voir des enfants y jouer et un point c'est tout. Mais est-ce que finalement, on ne va pas ajouter de la complexité à la complexité en ajoutant le nombre d'intervenants qui peuvent intervenir sur un bâtiment, qui peuvent le faire évoluer, tout simplement ouvrir les fenêtres. Est-ce qu'on ne risque pas d'ajouter de la complexité à la complexité, monsieur Pelletier? Je ne suis pas sûr que faire porter un regard neuf sur nos routines, notre façon d'utiliser des bâtiments qui n'a pas bougé depuis longtemps soit une complexité. Je pense qu'on peut dire que c'est plutôt un progrès. Je crois aussi que la rénovation du bâtiment, elle dépasse le cadre du bâtiment et elle peut s'inscrire dans une vision plus large d'ordre économique et social. Et je vous donne juste un court exemple qui m'a beaucoup impressionné. J'ai passé une journée dans le département de la Manche où le conseil départemental fait une rénovation de ses collèges assez vigoureuse, d'ailleurs avec l'aide de la Banque des Territoires. Et le président du conseil départemental a installé partout des chaudières à bois dans chacun des collèges, avec l'idée de favoriser la reconstitution du bocage normand. En d'autres termes, il a compris que s'il expliquait aux agriculteurs, à qui depuis des temps il essaye de leur démontrer l'importance de reconstituer des haies, que ce n'est pas simplement un centre de coût, mais que ça peut être aussi un centre de profit, parce qu'avec la taille des haies, il va alimenter les chaudières bois, il va donc payer les exploitants agricoles qui vont lui fournir ces brindilles et ces détritus du bois. Il y a là une logique vertueuse qui fait que le collège n'est pas traité simplement comme un bâtiment à l'usage simplement des collégiens, mais il s'inscrit dans un écosystème général du département, et en amont, les exploitants agricoles sont intéressés à la rénovation du collège, où les enfants apprennent d'autres pratiques, et là on est en aval du sujet, apprennent d'autres pratiques qu'ils pourront porter dans le domicile de leur famille pour inciter à la rénovation des logements. On ne peut pas imaginer qu'on rénove un bâtiment éducatif sans y associer la communauté éducative. Et donc, les enfants vont apprendre des choses, vont apprendre des gestes, apprendre des comportements. Et comme
Les enfants ont très bien su former les parents à la prévention routière, le port de la ceinture de sécurité qui est devenu aujourd'hui dans les voitures un réflexe naturel, a été pendant un temps rappelé par les enfants assis derrière, disant aux parents de ne pas oublier de mettre la ceinture. Le tri des déchets appris à l'école a été importé dans les logements. Mais moi, je crois que ce qui va se passer dans des bâtiments publics, et notamment des bâtiments éducatifs, va fabriquer des ambassadeurs de la rénovation des logements et en somme faire un lien général. Donc, tous ces éléments-là, ce n'est pas de la complexité, c'est au contraire de la cohérence qu'on met dans une société en prenant un tissu qui est probablement celui qui est le plus expert possible, celui qui est le bien accompagné, le tissu tertiaire public, pour en faire un lieu de cohérence et d'exemplarité pour la société. Donc je crois plutôt que ce sont des progrès que nous avons là à portée de main. Alors, vous croyez à l'effet multiplicateur et à l'effet éducatif, c'est extrêmement intéressant. Et ce que je comprends, hein, c'est que finalement, une rénovation ne vaut pas forcément une autre rénovation, une rénovation d'une école hein, qui peut en impulser beaucoup d'autres, a peut-être plus de valeur. Christine Weißrock, je vous vois hocher de la tête, vous êtes totalement d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'effectivement, fabriquer de la cohérence, même s'il y a plus d'acteurs, c'est vrai, c'est aussi être efficace parce que c'est l'objectif, je pense, qui fait que finalement tout le monde y va. Donc, pour moi, c'est effectivement pas de la complexité. Et je pense que ce type d'exemple sur les collèges, c'est quelque chose dont on doit s'inspirer, nous, pour nos bâtiments publics. On est encore très axé, ce qui est normal, hein, suppression de passoires énergétiques, baisse de la dépense énergétique, qui est quand même importante. Donc, c'est déjà ça, et ça nous fait faire des progrès. Mais je pense qu'il faudrait, on le fait au travers du concours CUB, bien sûr, mais pas assez, mettre, je dirais, le supplément d'âme pour arriver à cette cohérence. Ça m'a fait réfléchir. Je pense qu'effectivement, avec le ministère, je pense qu'avec le ministère de la Transition écologique sur les bâtiments publics, il faudrait qu'on arrive à atteindre cette dimension. On n'y est pas encore, à mon avis. On est trop dans l'administratif et la contrainte. Je pense qu'il faut aller au-delà. D'accord. Oui, en fait, ce supplément d'âme permet de quelque part oublier la contrainte. Oui. Ou en tout cas de mieux la vivre. De mieux la vivre. Et de l'intégrer. En fait, de l'intégrer, voilà. Oui. Très bien. Alors, écoutez, je vois que le temps file. Je vais vous demander un mot de conclusion à chacun, avec si possible une vision optimiste, mais vous avez déjà toutes les clés. Monsieur Michon, vous voulez commencer ? Si vous voulez, c'est vrai que moi, je trouve que, j'ai dit tout à l'heure, on est à un moment un peu sûrement charnière, mais d'accélération. Peut-être une forme de virage aussi avec les évolutions des modes de travail. Mais c'est extrêmement intéressant, engageant, et ça correspond aussi aux attentes de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, je suis effectivement très optimiste sur notre capacité à réussir ce challenge, parce qu'aujourd'hui, on va dire, les planètes sont assez bien alignées. Vous voulez dire la planète du financement ? La planète des contraintes et celle de nos possibilités, à la fois financières, mais aussi en maturité, en sensibilité. Donc, quand les planètes s'alignent comme ça, je pense qu'on peut passer des caps et accélérer notre engagement. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'effectivement, on a peut-être un peu plus qu'hier les moyens de nos ambitions. Et en plus, on a une impulsion collective qui existe. Donc, je suis effectivement optimiste sur la capacité, en tout cas de notre monde à nous, mais quand j'entends les acteurs autour de la table de l'ensemble du monde public, à relever le challenge qui est très important, mais qui reste réaliste et atteignable pour moi. Monsieur Ilouz,
quelle est votre vision? Oui, je suis assez en phase avec tout ce qui vient d'être dit. J'aime bien aussi l'exemple que nous a cité Philippe Pelletier. Je pense que la transition énergétique des bâtiments tertiaires, c'est aussi changer de regard justement sur ces bâtiments qui ne sont pas nécessairement qu'un centre de coût, mais qui sont aussi l'occasion de redonner un sens nouveau aux bâtiments, à la manière dont on vit à l'intérieur, aussi à la manière dont les bâtiments peuvent être interconnectés avec les territoires. On a là l'exemple effectivement des chaudières bois, mais on peut se poser aussi la question du rôle des bâtiments et de leurs parcelles sur la biodiversité, sur la qualité d'usage, les questions sanitaires qui sont revenues avec les crises du Covid. C'est aussi l'occasion de moderniser ces espaces. La plupart des bâtiments, en tout cas sur les bâtiments des collectivités territoriales, pour une grande partie ont été construits avant-guerre. Et donc, on n'enseigne pas, on ne vit pas, on ne travaille pas comme à cette époque. Et donc, c'est ce changement de regard qui... c'est par là que peut-être ça commence aussi cette transition énergétique et pas forcément qu'un regard technicien très froid qui pourrait un peu cacher le vrai objectif qu'il y aura derrière. Vous voulez dire que ce regard très froid, ce regard technicien, finalement, ça n'intéresse personne et ça ne motive pas pour avancer, c'est ça? La rénovation énergétique, souvent, ça se voit pas. Un projet de territoire, un projet d'un élu, un projet de vie avec ses citoyens, ça se voit, ça se perçoit, ça s'explique et ça se raconte. Donc, ça ne se vend pas de la même manière. Et effectivement, on achète plus facilement un projet de vie qu'un remplacement de chaudière. Oui, électoralement, en tout cas, ça pèse moins. Et ça a plus de sens, oui. surtout. Et ensuite, ce changement de chaudière n'est qu'un moyen pour ce projet de vie, justement. Et donc, quelque part, il faut poser avant le décor et le contexte et l'intention, et c'est ça qui est le plus important, je pense. Oui, tout le travail, en fait, est de poser ce décor pour arriver à créer les conditions de convaincre, en fait. Finalement, même avant de parler de financement, c'est le projet. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Pelletier, un mot de conclusion de votre part. Peut-être avec la vision de ce qui reste quand même à accomplir, parce qu'on est quand même dans une course contre la montre. Oui, alors moi je suis très heureux de voir que notre discussion confirme le fait que le dispositif éco-énergie tertiaire qu'on appelait auparavant le décret tertiaire n'est pas vécu par les responsables que vous avez réunis, principalement comme une contrainte, mais à mon avis davantage comme une opportunité d'adapter le parc aux besoins économiques et sociaux d'aujourd'hui. En somme, j'y vois plutôt un déclic qui nous a permis de réfléchir à ce qu'il faut faire, de l'organiser dans la durée. Il faut que l'on sache qu'il va y avoir des évolutions nécessaires de ce dispositif éco-énergie tertiaire dans la durée. Personne n'imagine que le décret qu'on a réussi à faire exister par le biais de la concertation restera immuable pendant 30 ans. Il évoluera, il subira les adaptations que les acteurs donneront à travers les concertations qui vont se maintenir. Notamment, on sait qu'il est possible que la maille d'intervention s'accroisse. Aujourd'hui, c'est les locaux de plus de 1000 mètres carrés. La Convention citoyenne demande qu'on divise par 2 ce chiffre. Ce n'est pas ce qui se dessine dans l'immédiat, mais il y aura un jour où davantage de bâtiments seront concernés. Et il est très important que les grands porteurs de bâtiments montrent la voie, tracent le chemin pour que les autres puissent le suivre. Et puis, il y aura une évolution qui va se dessiner. C'est que là, on a parlé beaucoup énergie, mais le vrai sujet, celui qu'il faut qu'on maîtrise ensemble, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre, c'est donc la dimension carbone. Et progressivement, elle va entrer dans le dispositif, mais ça justifierait un autre débat. Et je termine par un dernier point. Moi, je crois beaucoup à ce que
le sujet de la rénovation énergétique qui vient de nous réunir, il va s'embarquer de plus en plus dans des opérations de renouveau urbain qui vont être menées par les élus locaux, qui vont avoir de plus en plus besoin de rénover leur centre-ville. Et la seule action possible, elle est une action conjuguée qui embarque l'ensemble des bâtiments et l'ensemble des usages de ces bâtiments. On ne peut pas rénover les logements qui sont aujourd'hui vacants dans ces centres-villes sans rénover les commerces de pieds d'immeubles, sans que les locaux publics apportent le service aux habitants qu'on veut faire revenir. Il y a une logique d'action globale qui va embarquer la rénovation énergétique et j'en vois un bon signe dans un programme que la Banque des Territoires porte aussi largement, qui est le programme Action Cœur de Ville, oui, où 222 élus locaux, 222 villes moyennes, se sont portés volontaires pour mener ces actions pluridisciplinaires avec une même temporalité. Et l'État a dit en face, on est prêt à jouer collectif, c'est-à-dire on est prêt à vous aider sur les différentes actions dans le même temps, alors qu'avant on le faisait action par action. Il y a là un progrès. L'État se met en ordre de marche pour satisfaire un besoin collectif de transformation de l'ensemble de nos villes. Et j'y vois un très bon signal qui va embarquer le sujet de réduction de nos consommations de gaz à effet de serre. Donc oui, comme Éric Michon ou Sébastien Ilouz, je ne sais plus lequel des deux l'a dit, il y a un alignement des planètes qui est en train de se dessiner et il faut qu'on le saisisse et que tous nous portions haut et fort le mouvement. Très bien. Eh ben, écoutez, merci pour cette vision très optimiste. Madame Weissrock, même question, une conclusion avec peut-être à l'esprit cette question. Est-ce que toutes ces réflexions, est-ce qu'on aurait eu la même conversation si on n'avait pas eu cette crise sanitaire? Dans quelle mesure on a été bousculé et accéléré dans nos réflexions? Je pense qu'on l'aurait eu quand même, parce que je pense que cette prise de conscience ne date pas d'hier. Pour ce qui nous concerne, on a vraiment inscrit la transition énergétique et environnementale dans tout l'immobilier d'État, que ce soit dans notre gouvernance, mais aussi dans la manière dont on analyse les projets. Ça a commencé d'ailleurs par le grand plan d'investissement, auquel le CGEDD est partie prenante, avec les 39 cités administratives rénovées. Je peux vous dire que la transition énergétique et environnementale, c'était vraiment un des critères pour retenir ou pas un projet. Et à partir de là, on s'est dit, mais si on le fait pour ces projets-là, il faut qu'on analyse chaque opportunité, chaque projet immobilier, chaque décision immobilière à l'aune de ce critère. Alors, il y en a d'autres, mais ce critère, il est devenu impératif, nécessaire, indispensable. Et donc, nous, ça s'inscrit vraiment dans notre réflexion. Après, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, on a quand même un enjeu de moyens. Le plan de relance, c'est bien, mais on ne va pas pouvoir multiplier les plans de relance. On ne va pas pouvoir faire 20 plans de relance. Donc, peut-être qu'il faut plus de régularité dans les moyens qu'on donne, non seulement à l'entretien de notre parc, mais à sa respiration et à sa rénovation dans un sens plus environnemental. Et enfin, nos projets s'inscrivent évidemment dans des villes, dans des environnements. Et on est en concertation en permanence avec les villes qui ont également, elles, un vrai souci d'économiser les gaz à effet de serre et de transition énergétique. Et il faut que l'État, évidemment, en tienne compte. Voilà. Très bien. Alors, écoutez, merci infiniment. Alors, le temps passe. On a peut-être le temps de prendre une question. Alors, je regarde. Sur la plateforme, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur la plateforme. Alors, peut-on imaginer un laboratoire expérimental d'efficacité énergétique, lieu de démonstration, de sensibilisation, de recherche, exemple un bâtiment public, par département ou élus, agents, citoyens peuvent être inspirés? Sébastien Ilouz.
Oui, pourquoi pas, on peut l'imaginer. On peut aussi imaginer que l'ensemble des initiatives dont on a parlé, Cube, Cubes, d'autres programmes aussi comme Acté ou comme Energy Sprong, sont déjà ces démonstrateurs, parce qu'il y a une pluralité de problématiques, une pluralité de bâtiments, une pluralité d'usages. Donc, quelque part, ce sont les démonstrateurs. Et je pense que ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est à faire connaître ces démonstrateurs en cours, à en faire la publicité et à les promouvoir. Alors, ils n'ont pas tous été couverts à 100% de réussite, mais on est quand même sur des perspectives qui sont quand même, pour la plupart, très positives et sur lesquelles je pense que ça inspirerait beaucoup de maîtres d'ouvrage, privés, publics, États, collectivités. Donc, faisons déjà connaître ces démonstrateurs en cours. Donc la réponse, ces démonstrateurs existent déjà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Pelletier, merci Monsieur Michon, Monsieur Ilouz et Madame Weissrock. Je vous invite à rester avec nous pour la suite des débats dans quelques minutes. Je vous remercie.